Eh bien, tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. Juste une petite vidéo un peu particulière ici où je vais parler d'un projet personnel qui me tient un peu à cœur, et ce depuis plusieurs années. Et ce projet est évidemment développé en technologie open source. Et l'idée ici était de montrer un peu quel pourrait être l'impact de cette technologie open source dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Donc en gros faire une petite exploration de ce qui existe dans le monde de l'open source pour les professionnels du secteur dans des domaines tels que le GXP et le GCP, enfin le GMP plutôt et le GCP. Solutions qui peuvent offrir des performances, de la flexibilité et surtout une conformité réglementaire. Alors, l'application des technologies open source pour l'industrie des biotech et en particulier les petites biotech euh, présente toute une série d'avantages ou en tout cas de centres d'intérêt qui sont évidemment la conformité réglementaire. Donc il faut que nous fassions en sorte que ces technologies ou ces solutions open source soient validables selon des différentes normes et notamment la norme ou en tout cas la réglementation plutôt de la FDA, FDA 21 CFR Partie 11, plutôt FDA CFR 21 Partie 11, et l'IME Annexe 11 pour les Dralex Volume 4 pour les GNP, pour garantir évidemment l'intégrité des données, ce qui est le sujet ici probablement le plus important, particulièrement dans le domaine des Good Clinical Practices, donc les GCP, et la traçabilité des actions. Alors, il va falloir évidemment adapter ces technologies aux différents processus qui vont nous intéresser. Donc, on aura, grâce à ces technos, une flexibilité suffisante et nécessaire pour modéliser des workflows relativement complexes propres aux environnements GXP. La transparence et la pérennité sont aussi des enjeux majeurs. L'absence de verrouillage propriétaire garantit, selon moi en tout cas, une viabilité à long terme des applications, dans le sens où quelque part, on reste sur des modèles, je dirais, très rationnels, qui ne font que évoluer dans le temps, mais dans le bon sens, et pas pour des raisons uniquement marketing, c'est-à-dire ne pas tout changer tous les 5 ans juste pour vendre de l'information ou vendre des bouquins. Ici, on est plus sur des technologies qui peuvent rester vraiment très pérennes, vraiment très très longtemps dans le temps. Si je prends par exemple l'exemple de Linux, Linux, le sysadmin qui a commencé avec Unix dans les années, au début des années 70, peut toujours retrouver ses marques dans Unix. Windows, c'est un petit peu différent. Et donc cette pérennité est quelque part très essentielle pour le cycle de vie des produits qui seront, ou des softwares qui seront utilisés dans le domaine de la biotechnologie. Alors open source ne veut pas dire, ça veut certainement dire que le code est ouvert, donc les gens peuvent utiliser ou voir le code. Ça ne veut pas dire que le code est codé n'importe comment et que quelque part vous êtes livré à vous-même dans un environnement qui ressemblerait à la jungle. Il faut savoir qu'il existe des solutions qui sont entre guillemets pérennisées par des sociétés. Par exemple, Red Hat pour Linux, Red Hat fournit un support sur Linux. Donc vous avez, c'est payant évidemment, mais vous avez une garantie de pérennité. Si on utilise des solutions comme Java, eh bien on a Oracle derrière qui nous garantit évidemment aussi une pérennité. Et même chose pour des frameworks tels que Spring, puisque là nous avons Pivotal derrière. Voilà, c'est
c'est pas uniquement se retrouver seul dans la jungle. Alors ici, moi, ce dont je veux parler plus précisément, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est l'Electronic Data Capture dans le cadre des essais cliniques. Alors évidemment, les essais cliniques, c'est très vaste. Hein, ça peut aller du géant pharmaceutique à la petite spin-off start-up biotech qui essaye de lancer sa molécule. Et donc ici, c'était de présenter une solution que je développe depuis quelques années, parce qu'il faut savoir que je suis certes développeur open source, mais avant ça, j'ai travaillé plusieurs années, plusieurs décades dans le domaine des essais cliniques, et en particulier dans le développement de software pour solutions d'électronique data capture. Et donc ici, j'en ai recréé une en open source, bien entendu, et qui va s'appuyer sur un écosystème totalement donc sur la base de l'open source. Et ici, on va retrouver évidemment toute une série d'éléments, de composants open source que vous connaissez peut-être déjà, hein, qui sont par exemple Docker, pour tout ce qui est déploiement sur des infrastructures par exemple virtualisées. On va retrouver évidemment Red Hat, une solution Linux qui va servir de système d'exploitation, qui va tourner dans le conteneur Docker. En parallèle de cela, on va retrouver par exemple Postgre, qui est c'est un système de base de données relationnelle basé sur du SQL. Et on va aussi trouver Java, qui va être vraiment notre langage de programmation, avec des frameworks tels que Spring 6. Pour toute la partie cybersec, on va retrouver aussi, outre d'autres technologies telles qu'OpenSSL, IP-tables, etc., OpenLDAP, qui est un outil extrêmement puissant offert par Linux, et qui permet évidemment de gérer les comptes groupes d'une entreprise, un peu à la manière d'un Active Directory. Bon, on ne retrouve pas forcément toutes les fonctionnalités, mais on est déjà bien équipé pour répondre à toute une série d'enjeux réglementaires par l'utilisation de ces technologies. On va utiliser du Tomcat pour tout ce qui est serveur d'application. Et ici, j'illustrais mon application qui s'appelle EDC Mobile, qui est la petite application que j'ai conçue. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette petite application va pouvoir se décliner de différentes manières. La manière la plus simple, évidemment, sera le conteneur Docker, c'est-à-dire vous avez une image Docker dans laquelle on a un Linux qui est installé, un OpenLDAP qui est préinstallé, déjà un Apache qui est déjà là, et l'application déjà prête à fonctionner. Il restera juste à configurer les comptes, etc. Maintenant, il est tout à fait possible aussi d'intégrer ces solutions dans des environnements plus complexes. Il faut savoir que le framework Spring est très intéressant puisqu'il permet de communiquer très facilement avec du Tomcat pour générer des applications web de type MVC, un modèle view controller, mais qu'il englobe aussi un framework Hibernate qui permet de discuter en SQL avec à peu près toutes les bases de données possibles, ou en tout cas les bases de données les plus connues. Donc ici, moi j'utilise Postgre parce que c'est de l'open source, mais il est évident que Hibernate est capable de discuter avec de l'Oracle, avec du SQL Server, avec du MongoDB, etc. Bon, même si je ne recommande pas MongoDB dans le cadre d'une utilisation de GCP, mais bon, ça c'est un... On a aussi R qui va nous servir plus à tirer du reporting ou à créer de l'interfield check, c'est-à-dire des queries automatisées sur base d'informations manquantes par de l'analyse inter CRF, donc case record form, et qui va nous permettre de générer aussi du reporting, et notamment du reporting pour tout ce qui sera demande d'obtention de certificats pour produire le médicament. Voilà, donc c'est tout un ensemble de technologies
open source, généralement gratuite ou payante, selon le modèle que l'on décide de choisir. Et l'idée ici, c'est de montrer un petit peu, de donner un peu de contexte à l'essai clinique proprement dit. Donc l'essai clinique, généralement, le but du jeu, c'est de montrer une efficacité ou au moins une équivalence avec d'un médicament par rapport à un placebo ou par rapport à un autre médicament si on parle d'équivalence. Et donc, généralement, dans un essai clinique, on retrouve toute une série de phases. On a une phase dite préclinique, c'est-à-dire que là, des scientifiques vont mettre au point une molécule qui, suivant des modèles théoriques, serait capable de guérir ou en tout cas de réduire des symptômes ou en tout cas de permettre de réduire la douleur, etc. ou en tout cas de guérir le patient. Donc d'avoir vraiment un effet actif sur le mal, sur la maladie. Et donc, cette phase, évidemment, va être assez théorique, et puis on va faire un certain nombre d'essais sur des animaux vivants pour éviter directement d'essayer sur les humains. En cas de toxicité, ou en tout cas de phénomènes toxiques qui n'auraient pas été prévus par le modèle. Et une fois ces essais précliniques réussis, eh bien, on va établir un premier protocole qui va décrire la phase dite 1 de l'essai clinique, c'est-à-dire la phase où on va tenter de déterminer la dose optimale de la molécule, le dosage optimal de la molécule pour pouvoir traiter le mal. Alors dans cette phase, généralement, on va prendre des volontaires parfaitement sains auxquels on va injecter des doses de la molécule. On va, de manière très contrôlée, augmenter les doses jusqu'à arriver à ce qu'on appelle la MTD, la Maximal Tolerated Dose, donc le moment où le dosage fait qu'on commence à attraper des symptômes qui ne sont pas forcément joyeux. Comme disait Paracels, la dose fait le poison. Donc ici, c'est de déterminer la dose qui commence à devenir un peu touchy. Et donc, sur base de ça, en ayant le minimum et le maximum, eh bien, on va pouvoir essayer de déterminer la dose optimale à injecter à des patients. Alors, une fois cette phase réussie, ou en tout cas réalisée, on va passer dans une phase 2. Donc, la première phase, on aura déterminé ce qu'on appelle les PK/PD. Ça va nous aider aussi à déterminer les paramètres. Donc, c'est ce qu'on appelle les paramètres kinétiques et dynamiques. Donc, c'est en gros comment le médicament, ou en tout cas la molécule, se propage dans le corps. Et combien de temps met le corps à l'éliminer. Donc, à partir de quand elle sera active et combien de temps elle va rester dans l'organisme. Une fois que tous ces paramètres sont déterminés, la dose optimale déterminée, on passe en phase 2. Donc là, on va prendre des patients volontaires pour entrer dans un protocole de phase 2. Alors, il faut savoir que le protocole de phase 2, évidemment, la molécule, on n'est pas sûr qu'elle marche. C'est un essai dit expérimental, donc on est plus en phase exploratoire. Et là, on va prendre des patients malades, volontaires, pour tester l'efficacité ou l'équivalence avec d'autres médicaments de la molécule proposée. Donc cette phase est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de déterminer quelque part la proportion de personnes qui vont répondre, ainsi qu'un écart type sur cette proportion. Et sur base évidemment de ces informations fondamentales, on va pouvoir établir un protocole et un plan d'analyse statistique qui va nous permettre de confirmer qu'effectivement cette molécule fonctionne et permet, sans le biais placebo, de guérir ou en tout cas d'atténuer les effets, les symptômes d'un mal. Et donc là, on va passer dans ce qu'on appelle la phase 3 de l'essai clinique, ou la phase dite de confirmation, c'est-à-dire que là, on va établir sur base des paramètres proportion, écart type, la taille minimale d'échantillon pour obtenir une confirmation statistique généralement à 95% que le médicament est effectivement efficace. Donc on va partir généralement sur un essai dit randomisé, c'est-à-dire on va comparer le médicament à un placebo ou si on le compare à un autre médicament.